Bonjour. Bonjour Béatrice. Merci d'avoir accepté l'interview. Et je vais commencer tout de suite avec ma première question qui est comment est-ce que tu t'appelles et où est-ce que tu te trouves en ce moment? Comment je m'appelle? Donc, je m'appelle Bruno Rousseau et je me trouve chez moi, là, dans ma maison qui est basée à Clamart, pas très loin de Paris. D'accord. La deuxième est vaste. C'est qui es-tu comme personne? Qui je suis comme personne? Ce qu'on dit souvent de moi, c'est que je suis une personne calme, posée, avec une voix qui peut apaiser. Et à la fois, je suis très, très actif. J'ai plein de choses. Je suis engagé dans plein d'activités depuis pas mal d'années. Parce qu'il y a un autre élément d'ailleurs, c'est quand je m'engage sur généralement longtemps, donc avec que ce soit les arts martiaux, je pratique le karaté traditionnel depuis un peu plus de 30 ans, quelque chose comme ça. Que ce soit la Gestalt, ça fait peut-être maintenant 25 ans. La Gestalt, le karaté, les arts martiaux, ou la vie en entreprise. J'ai travaillé en entreprise pendant une vingtaine d'années. Donc c'est plutôt par dizaines d'années. Donc je pourrais dire que je suis quelqu'un d'engagé dans la durée. Engagé dans la durée. Et de plus en plus, je pourrais dire qui je suis aujourd'hui, de plus en plus. Ce qui me touche beaucoup, c'est l'urgence climatique, la situation du monde. Donc, je pourrais dire aussi, voilà, je suis quelqu'un de sensible et extrêmement impacté par ce qui peut se passer autour de moi. Et là, notamment, en ce moment, les éléments d'urgence climatique, mais je pense qu'on sera amené à en parler au fur et à mesure de tes questions. Et voilà ce que Oui, je pourrais dire comme ça spontanément pour démarrer. ouais. Comment est-ce que tu vis ton âge? Quel âge as-tu si tu as envie de le dire? Et sinon, comment tu vis ton âge? Ouais. J'ai 52 ans. J'ai besoin de réfléchir avant de dire mon âge. Je me vis, je pense, plutôt 30 ans. Ah, J'ai l'impression, ah ouais, alors même de moins en moins, mais je pense qu'il y a une forme de passage là, de la cinquantaine. Il y a quelque chose je pratique encore, voilà, par exemple le karaté, je me retrouve au dojo, c'est avec souvent des gens qui sont très jeunes, enfin, qui ont plutôt 20, 30 ans, 40 ans. Je suis souvent parmi les plus seniors, les plus âgés du cours. Et donc, mon corps il y a une forme d'excitation corporelle, physique, qui m'amène à avoir des sensations que j'ai depuis des dizaines d'années. Et donc, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir 50 ans. Et à la fois, depuis quelques temps, là, je me rends compte que je ne peux plus faire tout à fait ce que je faisais avant. Je n'ai pas les mêmes moments de récupération. J'ai certainement plus de cheveux blancs. Je pense qu'à 30 ans, j'aurais adoré avoir des cheveux blancs pour ce que je ah bon? commençais à faire. Ah oui, j'essayais de me vieillir. Ah J'avais bon? j'avais un besoin énorme de me vieillir quand j'avais 30, même 40, je pense, pour, voilà, pour avoir plus d'assises dans ce que je faisais. Et voilà ce que je pourrais dire. Voilà, j'ai la cinquantaine, passage de la cinquantaine. Ouais. Et, Et- et, et je ouais. dirais aussi comment je vis mon âge. Je le vis à travers mes enfants. J'ai 3 enfants et Paul a 20 ans là bientôt. Et là, je prends conscience de mon âge aussi beaucoup à travers l'évolution de mes enfants. Voilà, mes enfants ont 20 ans, 18 ans bientôt, 13 ans. Et waouh, ok, là, ça me fait prendre conscience de l'âge que j'ai. Ouais. Mm. Mm. Ouais. Mm. Ah oui, oui, oui. Oui. Mais ça me fait penser à ces marqueurs du temps qui passe quand on Mm. est Mm. justement en relation avec son environnement et même l'environnement familial qu'on voit aussi évoluer ou vieillir d'ailleurs. Ouais. Ouais. Et Ouais, je ton dirais même oui, tu parles dis-moi. de marqueurs, par exemple, Oui. donc j'y pense pas en fait à mon âge, c'est pas du tout présent. Et tu parles de marqueurs, j'ai des petites taches maintenant sur la peau, là, sur la main, Oui, oui. des marqueurs comme ça
J'ai oublié comment ça s'appelle, je me souviens que c'est assez poétique. Ah bon? C'est un nom Ouais, ouais. poétique? C'est un nom qui console. Je rechercherai, je retrouverai plus tard, mais c'est assez ouais, quelque chose de poétique. C'est pas les flocons. Je crois que c'est en lien avec des feuilles ou Ah bon? une expression qui est assez sympa. Je la retrouverai après l'échange là. Ça adoucit. Euh, il y a comment tu vis ton âge et puis comment tu te vis dans ton genre. Comment je me vis dans mon Ouais. genre homme. Oui. Enfin, je dis même, en fait, je laisse voir parce que, bon, a priori, oui, tu es un homme, il y a Oui, des gens qui se vivent autrement, donc, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas forcément présent souvent. Je pense que c'est plutôt en fond, le fait que je sois un homme. Enfin, il y a deux choses qui me viennent. C'est en fond et il y a des choses qui, parfois, ça fait figure quand je me retrouve, quand j'anime ou que je co-anime un groupe, particulièrement en gestalt, notamment sur la dimension corporelle, avec des émotions. Il y a souvent beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et quand je co-anime, souvent, c'est avec une femme, avec ma collègue, par exemple, d'Époque Emmanuel, on est souvent amené à animer sur la dimension corporelle. Il y a généralement assez peu d'hommes. Et là, ça s'invite à moi, mon genre s'invite. Et je le fais moins maintenant, mais assez souvent, à un moment donné, je le mentionnais. Je disais, tiens, en tout cas, c'était présent. C'était présent. Je m'assieds et là, je me dis, OK, il y a 2, 3 hommes sur 15 personnes. Donc là, ça s'invite. D'ailleurs, ça me remémore en lien avec la Gestalt mes premières années de formation. Il y avait peu d'hommes aussi. Je pense que ça s'est rééquilibré quand même pas mal depuis. Et donc ça, c'est la première chose. C'est dans le fond et parfois pas que ça s'invite. Il y a autre chose aussi quand je me vivais, je me vis peut-être encore souvent, mais beaucoup femmes à travers le... J'ai eu une expérience pendant une vingtaine d'années dans la fonction RH, sur des postes de DRH, de responsable RH au départ, au développement des talents. Et il y avait beaucoup, et j'adorais ce mouvement des femmes qui se rassemblaient entre elles pour échanger sur l'égalité homme-femme, pour échanger sur la place de la femme dans l'entreprise. Et là, je me vivais, alors pour le coup, vraiment, j'étais très proche de ces groupes-là. Et je trouvais ça vraiment noble et important et intéressant, ces échanges-là et ce lien-là, homme-femme. Et je garde ça, je garde ce... c'est autour de la différence, en fait, la prise conscience de plus Oui, autour de la différence te dit plutôt que une caractéristique de ta manière d'être au oui, monde. oui, oui. C'est à travers les femmes que je me sens homme, à travers et particulièrement quand il y a beaucoup de différences. Ça vient me chercher à cet endroit-là. Et peut-être je disais, il y a deux choses tout à l'heure, peut-être ça me renvoie au yin et au yang. J'ai beaucoup, jeune, dans mon adolescence et après jeune adulte, j'ai beaucoup laissé vivre et j'ai un peu dans l'effort d'ailleurs le côté yang. Chez moi, c'est là que j'ai commencé d'ailleurs le karaté. Donc beaucoup par le corps, l'engagement physique. Et je me vois là, à travers l'écran faire serrer les poings, quelque chose de très très yang. Et pendant longtemps, où, par exemple, j'ai fait l'armée, je me suis engagé un peu, quelques mois de plus, j'étais officier de réserve après, un côté très masculin comme ça. Et je pense que la Gestalt, d'ailleurs, m'a beaucoup aidé à davantage assumer mon côté féminin, ma sensibilité, mon émotivité. Et petit à petit, ça s'est plus ajusté, enfin, ça s'est plus régulé, ou ça s'est plus complété. Oui, parce que tu fais vraiment le geste des polarités qui passent de l'un à l'autre. Oui. C'est un petit mouvement fluide et je me disais, tiens, c'est vrai qu'il illustre bien, tu passes de l'un à l'autre, mais ouais. Mais Oui, ça n'a pas toujours été comme ça. Et je pense que ça l'est de plus en plus. Et je pense qu'il y a des moments d'ailleurs où ça reste encore un peu plus cristallisé, un peu plus. Mais voilà ce qui me vient à travers ouais. Le genre est quelque chose d'un mouvement interne et puis d'un mouvement aussi avec l'autre et beaucoup avec la polarité, oui, la différence. Mm.
Ça me donne envie de te poser la question à toi. Et toi, comment tu Comment vis je vis le genre? mon genre? Bah, et tu vois, j'ai déjà fait une interview, moi, et j'étais en train de me reposer la question depuis que je l'ai fait, est-ce que je répondrais différemment? Je suis influencée probablement par des personnes que j'ai interviewées, leurs différentes manières de répondre à ce sujet. En ce moment, je dirais que je ne sais pas, en fait, que je ne sais, enfin, en ce moment, et en t'écoutant, je me disais, finalement, si je ne me réfère pas à ces références qui sont culturelles et spécifiques au pays dans lequel j'habite et à cette région du monde, je ne saurais pas quoi dire, enfin, c'est vraiment quelque chose de très subjectif, et que ce qui me frappait dans ce que tu disais, toi, c'était, il faut qu'il y ait une différence pour que je m'en rende compte. Donc, du coup, si on n'est pas avec cette référence culturelle, je t'écoutais en pensant, tiens, on est tous XX et toi, tu deviens Y et moi, je reste avec mon X. Et je me disais, d'un point de vue biologique, voilà, c'est une caractéristique, mais ce qui m'apporte le plus, c'est comment on se rejoint au-delà de ça, finalement, et je dirais même au-delà de l'âge. Une petite personne que j'accompagne, une petite jeune personne que j'accompagne, j'essaie de me mettre dans ces diapasons, ces souvenirs de moi, comme si on est, voilà, le temps ne passe pas, il y a toujours une très jeune fille en moi, euh, et puis, il y a chez les hommes du X et du X, et peut-être que là, on se rejoint, et puis peut-être aussi, c'est pas très grave, en fait. Ce qui est important, c'est. J'en suis là en ce moment, tu vois, à me dire c'est plus quelque chose de Rencontre. culturel. Voilà. Je sais pas si j'ai alimenté ton imaginaire et Si, ta si. réponse. Là où mon imaginaire est parti, c'est qu'il y a quelque chose à la fois du yin, du yang, et puis parfois, il y a aussi des zones qui se chevauchent, d'ailleurs de plus en plus, avec des personnes qui ne sont pas forcément dans un genre particulier et qui vont passer même d'un genre à un autre, et quelque chose comme ça, et avec une dynamique culturelle ouais, très très forte. Un peu comme, là tu me poses la question, qui je suis ou comment je m'appelle, ou c'est vrai que ça, je trouve que c'est l'avantage des voyages. J'ai beaucoup voyagé à un moment donné de ma vie, et de prendre conscience que dans un pays ou dans un autre, bah, je suis pas du tout, je suis pas le même en fait. Mm. Ça crée de la différence au contact de l'autre. Il y a une différence tellement majeure quand on vient plonger dans un bain culturel différent. C'est intéressant. C'est riche d'ailleurs. Ouais. Je voyage moins maintenant, voire quasiment plus à l'étranger. C'est quelque chose qui peut me manquer. Mm. Mm. J'aime les voyages. Si on revient à qui tu es comme tu es personne, tu es aussi un Ouais. voyageur. Ouais. Ah ouais, je suis un voyageur. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Après, maintenant, je ne prends plus l'avion. J'essaye de ne plus prendre l'avion. En tout cas, depuis que je dis ça, je ne l'ai pas repris. Donc, je voyage en train. Je suis très intéressé et proche de la culture japonaise. Donc, j'y suis allé 2 fois au Japon. Et je m'étais dit que je n'irais plus. Maintenant, je le vis différemment. Je suis allé pour mes 40 ans, pour mes 50 ans. Et donc, je pense que j'y retournerai pour mes 60 ans, mais par voie terrestre, prenant le train. Et ça me plaît bien d'imaginer comme ça, de prendre plus de temps et d'être sur un temps plus long, d'un voyage à l'ancienne, voilà, où on part, on ne sait pas trop quand on va arriver. Mm. Et j'ai envie maintenant de voyages comme ça. Donc, tu essaies d'être congruent, c'est quelque chose qui compte aussi, merci, Oui, ouais, avec ouais. ce que tu penses. Oui, oui, ouais, j'essaie. Mm. Mm. Dans ton histoire et ton parcours personnel, avant que je te pose la question pour ce qui est de ton rapport avec la Gestalt, quelles sont les figures vraiment personnelles qui t'ont influencé dans ta vie et qui ont contribué à ce que tu deviennes qui tu es maintenant? Mm. Quand tu dis les figures, les personnes, je Mm. pense, j'ai des images de gens de ma famille qui me viennent, enfin certainement ma famille proche au départ. Et ensuite, je pense, jeune adulte, ça a été. Là, je reviendrai au karaté qui m'a vraiment permis de comme construire une forme de colonne vertébrale, de rentrer dans un dojo et de rencontrer des gens et d'avoir une pratique commune.
Et là, la figure qui me vient, il s'appelle Oshima, on l'appelle Maître Oshima, qui est une grande figure d'ailleurs des arts martiaux contemporains, qui est un Japonais, qui a implanté le karaté aux États-Unis, qui ensuite a contribué à le développer en France, et qui venait régulièrement en France au dojo pour transmettre. Et c'est quelqu'un de vraiment, vraiment exceptionnel dans son humanité. Il a plein d'humour, il est extrêmement engagé, il a un niveau d'expertise dingue, il adore transmettre. Et je pense que c'est au-delà d'Oshima, c'est aussi toute la lignée, en fait. C'est plus des lignées de gens. Donc, une figure avec un rapport comme ça de transmission, que ce soit Oshima avec là, je pense aux personnes qui m'ont formé ensuite et qui continuent d'ailleurs à me former. Là, j'étais au dojo samedi matin, à faire le lien entre ce que je peux vivre physiquement, corporellement, et puis là où j'en suis dans ma vie, c'est souvent assez dingue ce qui peut ressortir de ça. Hum. Et puis, par la Gestalt, ça a été par exemple, Serge Gingert, que j'ai un petit peu connu pour avoir fait 1 ou 2 stages avec lui, et puis mais au-delà de Serge, c'est tout, et de Serge et de Anne, c'est la lignée, en fait, par le PG, par l'école parisienne de Gestalt, avec des personnes comme Claudia, ou Claudia et le couple Claudia-André, Claudia Gollet, André Divine, des gens comme... ouais, je me remémore toutes les figures des personnes que j'ai pu rencontrer qui ont contribué, disons, à mon parcours en Gestalt, d'apprentissage. Et donc là, de la même manière, je suis très sensible à ça, de la transmission et voilà, du passage de témoins d'une génération à une autre. Et donc ça c'est des figures qui m'ont marqué, ou de Roland Reich, qui est la personne que j'ai rencontrée dans le Zen. Et puis voilà, les élèves au fur et à mesure, cette transmission-là. Alors, ce que tu veux dire, c'est que au-delà de ce que tu as pu apprendre sur toi-même à travers leurs enseignements, Oui. il y a quelque chose qui est en lien avec le fait que toi-même, tu as envie de transmettre maintenant. Oui. Attends, excuse-moi. Je Vas-y, mets vas-y. juste sur pause parce que je suis en train de m'étouffer. J'arrive. Je t'en prie, vas-y, Juste vas-y. sur pause. Moi, je reprends après mon verre d'eau. Oui, mon idée, c'était, tu as eu ces rencontres qui sont soit zen, karaté, gestalt, et puis de ton enfance, enfin l'environnement de ton enfance. Mais tu as l'air, quand tu me dis là, j'ai l'impression que le fait même de transmettre, d'avoir été enseigné et d'enseigner, c'est quelque chose qui t'a marqué dans le fait de vouloir enseigner aussi et de Oui. transmettre. Oui, c'est vrai? Alors, probablement, je ne l'avais pas conscientisé comme ça, mais quand tu le dis là comme ça, je pense que oui. Je pense que oui. Disons, ma manière de le conscientiser, c'est qu'à la fois, je suis sensible à une figure. Tu disais figure, donc là, par exemple, Oshima, c'est une vraie figure. C'est quelqu'un de vraiment, vraiment impressionnant. Serge Gingert, pour moi, à l'époque, c'était vraiment une figure. Et je redis Serge avec Anne, ça m'a marqué le couple. Je me souviens de séminaires comme ça dans le vif de la pratique gestaltiste, à aller voir ensemble. Et là où, pour moi, ça prend de la valeur, ou une valeur vraiment particulière, c'est quand ils sont en train de transmettre. Là, wow, c'est comme si ça me permet, en fait, moi-même, certainement, donc c'est là, oui, je dis oui, ça me permet certainement moi-même de m'inscrire dans cette trajectoire-là, et aussi certainement de commencer à transmettre et de me connecter à des personnes comme ça. Il y a aussi une personne qui est devenue maintenant collègue, mais d'ailleurs comme Claudia, dans l'équipe Époquée, c'est Daniel. Daniel, il y a 2 Daniel d'ailleurs, il y a Daniel Cortési, Daniel Grosjean, les deux ont été des figures aussi à un moment donné. Et donc de pouvoir me connecter à des personnes comme ça, et puis apprendre, et puis aussi transmettre avec eux, par exemple avec Daniel Cortési, et puis à un moment donné, avoir des personnes qui eux-mêmes vont apprendre et eux-mêmes vont transmettre, vont communiquer, que ce soit avec leurs propres clients ou vont devenir formateurs après. Il y a beaucoup de sens pour moi à cet endroit-là.
Oui. Francis aussi, Francis Vanois, des gens comme ça. Voilà, de transmission. Francis, je vois Francis Francis a écrit un ouvrage avec Elisabetta Caldera, quelque chose comme ça de générations qui s'entrecroisent et qui sont dans la transmission. Oui. Dans ton parcours, est-ce qu'il y a eu une situation qui t'a marqué, qui a aussi contribué, vraiment une expérience marquante qui a contribué à ce que tu deviennes qui tu es, et enfin, une ou plusieurs d'ailleurs. Et puis, quelles ressources ça t'a demandé pour traverser ces situations? Et je dis ressources si ça a été difficile, mais peut-être que ça peut être une expérience qui est extraordinaire et qui n'est pas, ou un peu, qui n'a pas demandé une ressource particulière, mais peut-être des aptitudes. Oui. Ma manière de vivre, ce n'est pas forcément un événement pendant ma vie. Je pense que j'ai beaucoup travaillé ça au départ d'ailleurs de mon travail personnel, de développement personnel, de thérapie personnelle, sur plutôt du transgénérationnel, d'hériter de situations avec des événements passés et de me les approprier et d'en faire quelque chose en quelque sorte, ou à minima de l'accueillir, de les découvrir et puis de les accueillir. Donc ça, je pense que ça a beaucoup contribué à qui je suis aujourd'hui. Et donc, ce serait moins des événements de vie, mais plutôt des rencontres. Je dirais que les événements seraient plutôt des rencontres. Des rencontres avec des... Et tu disais quelque chose autour de comment tu l'as vécu, comment c'était. C'était pas si évident que ça, parce que j'étais à la fois dans ma manière d'être, j'avais une envie d'aller vers le monde, de découvrir le monde qui était énorme. Et à la fois, il y a un endroit où j'avais énormément de pudeur, de réserve, de retenue. Et donc, ça n'a pas forcément été facile. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça dure des années. J'ai peut-être besoin de dizaines d'années pour pouvoir vraiment rentrer en profondeur dans le contact avec l'autre. Et moi-même, d'ailleurs, certainement m'ouvrir suffisamment à l'autre. Et donc, ça a plutôt été des rencontres. Ces rencontres-là que j'évoquais tout à l'heure, qui m'ont façonné, qui continuent d'ailleurs à me façonner encore aujourd'hui. Oui. Et je ne sais pas pourquoi ça revient dans mon esprit là, mais c'est vraiment une question. Il y a quelque chose, quand tu racontes, qui est un peu comme si tu avais, c'est vraiment alors purement subjectif, et je dis peut-être une bêtise énorme, mais tu me corriges, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de... Alors, tu parles beaucoup de transgénérationnel et de transmission, mais comme si tu faisais partie d'une chaîne, comme si tu avais un peu une mission. Est-ce qu'il y a quelque chose, une représentation de toi comme ça? Est-ce que c'est moi qui l'invente, ou c'est ta place ou le sens de... Non, c'est ma manière de... C'est très juste. C'est très juste, c'est vraiment ma manière de vivre les choses, de m'inscrire dans une lignée et de transmettre. Ma famille, d'ailleurs, est très, très importante. Hein, la rencontre avec ma femme, mes enfants, et une transmission à cet endroit-là. Et je me vis vraiment comme une... C'est Humans of Gestalt, le nom de... Je ne sais pas si c'est une association ou Non, non, c'est le nom du projet. Ouais. Du projet. Et donc, il y a quelque chose comme ça, Humans of Gestalt, je me représente comme ça, assez vite, spontanément, des générations. D'ailleurs, avec une énorme gratitude à me connecter aux générations passées qui ont transmis, et de pouvoir profiter de toute cette richesse-là, de ce partage, de ces échanges, de ces rencontres-là, de pouvoir en profiter, puis apporter mon propre élan, et ensuite transmettre. Et puis voilà, ça bouge, ça continue à vivre. Enfin, il y a beaucoup de vivants là-dedans. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment important ce côté transmission. Certainement,
en lien avec mes propres dynamiques psychiques et de travail, certainement. Et je pense que c'est aussi des valeurs ou une valeur, une manière de me Oui, représenter le monde. Ouais. les valeurs, est-ce que tu pourrais les nommer comme ça ou enfin, est-ce qu'il y en a qui te viennent à l'esprit? J'imagine qu'il y en a plusieurs, mais si ça devait te définir tes valeurs, tu dirais que c'est quoi? Ouais, mes valeurs. Euh, Comme ça, spontanément, je ne suis pas très à l'aise avec ce serait quoi mes valeurs. Ouais. Oh, Euh, si ça vient pas, hein. non, mais si je laisse venir comme ça ce qui me vient, il y aurait quelque chose autour de la transmission, parce que là, vraiment, j'en parle, ça semble assez évident. Ça va avec la responsabilité, la transmission. Est-ce que c'est le lien que tu Oui, fais? ça peut. Oui, 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 de me sentir une certaine responsabilité. Ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la planète, je peux même rentrer dans cette dynamique-là parfois un peu trop fortement. Donc, un engagement, une valeur, ce serait une valeur d'engagement, de transmission, de responsabilité. Aussi, je pourrais mettre une forme d'ouverture, en valeur d'ouverture, et de se laisser toucher, de se laisser, voilà, ouais, une valeur à cet endroit-là d'ouverture au monde. Là, si je me connecte, par exemple, à l'éducation et à mes enfants, je serais fier si mes enfants sont capables d'être complètement ouverts à ce qui se passe et sont engagés, connectés au monde au-delà enfin, de manière la plus large possible. Voilà, je pense que ce serait avec de la curiosité et puis de l'envie, de l'envie, Oui, ce serait ça. L'appétit. Ouais. Mm. 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 Comment tu es venu la Gestalt? Comment je suis venu à la guichette? Alors, j'ai un peu commencé à en parler. Au départ, donc jeune adulte, j'ai commencé à pratiquer le karaté. Par le karaté, j'ai rencontré le zen. C'était un ouvrage d'ailleurs de Deshimaru, Zen et arts martiaux, que j'avais vu, je ne sais plus, par hasard. J'ai commencé à lire ce bouquin-là, ça m'a vraiment intéressé. J'ai voulu pratiquer, pas simplement lire ce que je découvrais là, mais T'avais aller quel âge? pratiquer. 14 ans, tu dis à peu près? Non, j'étais jeune adulte, donc j'ai commencé le karaté à 18 ans à peu près, à Ah la oui. fac au départ. Ouais. Et puis ensuite le zen, c'était à la fin de mes études, donc je devais avoir 22 ans, 23 ans, avec ce bouquin-là. Et je me souviens, il y avait des petites affiches aussi dans Paris sur les Les murs, enfin, colonnes? ouais, sur des colonnes comme ça. J'avais vu ça, ça m'intriguait vraiment beaucoup. Donc je suis allé faire une séance de zazen, une séance de zen, méditation zen. Ça me permettait vraiment de mailler avec ma pratique des arts martiaux et puis le lien avec le corps et par le zen, je me souviens c'était une journée de pratique avec Roland où il y avait tout un tas de gens qui étaient là et j'avais commencé une thérapie et je voulais absolument rencontrer le groupe en fait. J'avais envie d'être plus à l'aise en lien avec le groupe et l'intimité d'un groupe. Et une personne m'a dit, bah, tu devrais faire de la gestalt. Et à l'époque, gestalt, je ne savais même pas le prononcer, ça me paraissait... Mais pareil, ça m'a intrigué. Voilà, quand je disais tout à l'heure, une forme de curiosité ou d'ouverture. Et d'ailleurs, c'est presque maladif chez moi. Dès que je vois un truc, ça m'intéresse, je vais googliser, je vais regarder, je vais acheter un bouquin là-dessus, je vais essayer d'aller voir, de rencontrer, tout en gardant un truc dans la durée sur certaines actions. Ça, c'est Mm. comme ça que je fonctionne. Mm. Et donc là, j'ai poussé la porte de l'EPG à l'époque avec Jean-Pierre Remaud. Ah oui. Ouais. Et là, ça a été un coup de foudre. Ça a été comme ça, Bah oui. radical. Là, je me suis dit, waouh, ok, ça, je veux faire ça. Je veux faire ça. Alors, il y avait le corps, le côté un peu même presque reichien,
Je crois que c'est un ancien kiné, Jean-Pierre. Enfin, Ah, je ne sais pas ce qu'il était. C'est marrant que tu dises ça parce que c'était mon fil rouge, moi, dans ah oui, ma promo. C'est très vieux aussi. oui, C'est marrant. On était à peu de temps dans la même école. oui. Et je ne sais pas ce qu'il était, Jean-Pierre. Je crois me souvenir de ça. En tout cas, Ouais, peut-être. ma mémoire, c'est que c'était très, très À physique, chaque fois. incarné. Voilà. Et donc là, j'ai tout de suite accroché. Et j'ai commencé à faire. Je me suis inscrit à 2, 3 groupes résidentiels. Et là, ça a été la grande plongée dans la Gestalt. Pas par l'apprentissage au départ, d'ailleurs, mais plus par le besoin et l'envie et cette curiosité-là Mais je suis curieuse quand tu dis, parce que ça paraît antinomique, en tout cas, c'est l'intimité d'un groupe. Parce que pour Oui. moi, un groupe, c'est déjà, a priori, c'est pas intime. Et tu dis Mm. vouloir chercher l'intimité d'un groupe. Ouais. C'est quoi Chercher l'intimité d'un groupe l'intimité. pour toi? Ouais. Bah, à ce moment-là, j'étais beaucoup plus à l'aise en one-to-one, Ah oui. 2 à 2. Là, il pouvait y avoir de l'intimité qui se mettait en place. Et c'était plus Hmm. facile pour moi de rencontrer l'autre, voilà, de personne à personne. Oui, Par contre, j'étais vraiment intimidé. oui. J'avais peur, en fait, du groupe. Donc, c'était difficile pour moi de donner et même de recevoir. C'était vraiment pas, je n'étais pas à l'aise, en fait, à arriver dans un groupe et à trouver ma place. Hmm. Voilà, je pars de là. C'était vraiment, vraiment très, très difficile. Mm. Maintenant, d'ailleurs, je me le remémore. Ça, parfois, je suis amené à le dire. Là, j'ai fait une animation, j'interviens à la fac pour transmettre le coaching gestaltiste et j'ai une question à un moment donné, je leur ai dit, vous savez, au départ, il y avait 25 personnes, j'arrive, je débarque, je suis l'animateur, Gestalt, ils ne savent pas trop ce que c'est. Et je me rappelle leur avoir dit, c'était la semaine dernière, au départ, quand j'arrivais comme ça, ouf, j'avais peur, c'était Oui, pas oui. évident. Et maintenant, ça va mieux. J'ai toujours ce trac qui peut être là, hein. Enfin, pas toujours, non, pas toujours maintenant. Parfois, c'est juste du plaisir et de l'envie de contact et de l'envie de… Ça, c'est bon, c'est des bons moments. Ah. Mais n'empêche, au départ, c'est-à-dire il y a 20, 25 ans, c'était pas comme ça, hein. Ça t'a demandé du courage alors. Oui, oui, oui. Ouais, ça, c'est le côté yang. Le Ça, je côté peux en yang. avoir, oui. Ouais. Ça va avec Je tes peux valeurs aller… aussi, le courage? Oui, oui, oui. Ça, c'est le côté samouraï, les arts martiaux. Oui, oui, oui. Ah oui, pour moi, c'est une valeur. Même si je m'en méfie un peu maintenant, parce que comme je peux y mettre beaucoup le côté yang, ça peut être trop, trop raide, trop. Mais c'est du courage qui intègre le côté yin et yang, disons. Le courage qui intègre la peur. Qui intègre la peur, oui. Ah ouais, c'est ça, bravo. Oui, Mm. oui, oui. Mm. Oui, que tu sois vraiment fidèle à ce qui est là et dans l'awareness, au lieu d'être dans une figure héroïque, j'imagine un truc comme ça, qui te coupe de toi. Oui, 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 c'est ouais, ça. je comprends. Ah ouais, Ouais. c'est ça. Mm, Je me suis beaucoup construit au départ avec cette figure héroïque. mm. Une personne comme Maître Shima ou Serge Inger à l'époque, tel que je me le percevais. Et certainement essayer d'enfouir des choses chez moi qui étaient là, mais que je n'arrivais pas à laisser vivre. Et ça m'a pris du temps, ouais. Je pense que ça m'a pris à peu près une dizaine d'années pour me sentir plus à l'aise, en fait. Plus à l'aise dans ma peau déjà, dans ma vie, Oui, ouais. dans mes métiers. Mm. Ouais. Ouais. Et dans la Gestalt, quelles sont les valeurs justement ou les concepts qui te plaisent toujours, qui t'ont intrigué, qui t'ont appris, que tu utilises? Enfin, c'est quoi qui est vraiment, parce qu'il y en a beaucoup, mais si tu veux en citer quelques-uns, ceux qui sont vraiment importants pour toi, des concepts de la Gestalt, ce Ouais. serait quoi? Ah, le premier qui me vient, c'est Contact. C'est une évidence. Il y a Époquet et puis il y a la Voie du Contact. La Voie du Contact, c'est l'entreprise que j'ai créée autour de la thérapie et puis de tout ce qui est coaching individuel. Et donc, Contact avec le con de avec. Et d'ailleurs, de plus en plus, voilà, le tact, toucher, con, avec. Et de plus en plus, cette conscience que ce avec-là, il peut paraître parfois évident,
mais ce n'est pas si évident que ça. D'être touché, de se laisser toucher avec l'autre, où je peux partager mon ressenti, mon émotion, ce qui est présent pour moi, ou une idée, un imaginaire. OK, mais avec l'autre, généralement, c'est ça qui fait que ça, là, il se passe quelque chose de différent. Donc, clairement, contact, et j'ai l'impression que ça paraît hyper simple, même basique, comme concept. Et ben non, il y a toute une complexité dans ce concept-là, pris dans un ensemble théorique beaucoup plus large, avec la deuxième chose qui pourrait me venir, c'est l'indissociabilité organisme-environnement. Et environnement-organisme. J'aime bien maintenant, avec le regard que j'ai associé à l'urgence écologique, le mettre aussi dans l'autre sens, avec l'awareness. Peut-être le concept qui m'aide le plus dans ma pratique, c'est au-delà du contact, c'est l'awareness, avec cette partie aussi plus animale, plus instinctive, plus dans une forme de lâcher prise, d'être juste présent à ce qui est là, qui fait le lien aussi d'ailleurs avec les arts martiaux, le zen, la méditation zen, d'être juste dans une présence à ce qui est là, sans chercher, sans intention, sans chercher à en faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment tout l'apport de l'awareness en Gestalt. Ça, ce serait ça, les trois concepts qui me viennent, au-delà du concept de champ, organisme, environnement, et de continuer. Et là, j'ai l'impression que je suis vraiment même au tout début de ça, tout début et bon, ça bouge tout le temps, et d'aller chercher certains auteurs comme Robin ou Franceschetti, notamment pour continuer à creuser ces concepts-là et me faire ma propre conception, et que ce soit cohérent avec ma pratique. Et, notamment en lien avec d'ailleurs, j'entends mon chat qui... Oui, c'est un chat. Ouais. Notamment avec ça fait plusieurs années, là, ça fait 4-5 ans que je suis vraiment... je vis péniblement l'urgence climatique. Depuis Comment 2 ça ans t'est et quelques. venu? Oui. Ouais, depuis 2 ans et quelques, et notamment au moment du confinement, je me suis posé, j'ai mis mon téléphone en mode avion plus souvent, et j'ai commencé à écrire autour de ce que j'ai commencé à appeler éco-gestalt, c'est-à-dire de pouvoir aller chercher d'ailleurs dans les racines, là c'est le côté ligné qui revient, dans les racines de l'éco-psychologie, de l'écologie profonde, quelque chose qui permettrait une forme d'évolution ou une pratique parallèle, je ne sais pas encore, autour de la gestalt, qui a dans l'ADN un fondement biologique, écologique, c'est évident, indissociabilité, organisme, environnement, et à la fois, je ressens comme une envie d'aller pousser cette dynamique-là encore plus loin, avec une connexion à la nature, une connexion aux éléments encore plus importante que ce qu'elle n'est aujourd'hui, et avec une réflexion autour de la société de croissance industrielle et de tout ce que ça peut occasionner de destruction par rapport à la planète, des limites planétaires, et d'œuvrer à cet endroit-là. Donc ça m'amène à revisiter, disons, les concepts de base de la Gestalt. Mais ben voilà, mais c'est le début, mais je suis en plein questionnement, en plein marasme à cet endroit-là. Je peux te demander pour plus loin quoi? Oui. Pourquoi? Déjà, c'est dans ma pratique, je ne peux plus faire comme si je ne savais pas. Dans ma pratique, j'ai 2 grands axes de pratique. J'ai une pratique en thérapie, une pratique en coaching avec des entreprises. Je vais prendre l'exemple, c'est un de mes engagements bénévoles du moment, qui est la Convention des entreprises pour le climat. Ça rassemble 150 dirigeants qui sont engagés sur 6 sessions et à faire un travail de transition intérieure, un travail sur leur business model, leur modèle d'affaires, qu'il soit le plus régénératif possible, travailler sur des feuilles de route. Et donc, ça me permet en fait de m'appuyer sur la posture gestaltiste pour accompagner ces dirigeants-là. Donc, il y a des camps de base, je m'occupe d'un des camps de base avec une collègue qui est facilitatrice, on est en binôme.
Et donc, ça m'aide en fait de réfléchir en intégrant davantage la connexion au vivant. Sinon, on se retrouve, même avec une intention de connecter davantage les entreprises aux limites planétaires, et elles y vont de plus en plus, elles commencent à y aller vraiment fortement, mais on risque de se retrouver en salle, enfermé, avec des choses qui sont un peu conceptuelles, avec peu de connexion vraiment aux émotions, aux dynamiques corporelles et au contact à la nature. C'est souvent dans des amphis, après dans des salles. Donc, il y a vraiment besoin de reconnecter. Et d'ailleurs, ça me reconnecte même à mon… Tu disais tout à l'heure les figures de mon enfance. Ça pourrait être aussi des figures… ça peut être… j'avais une chienne quand j'étais enfant et Ouais. j'étais très, très proche de… Elle s'appelait Winnie, j'étais très, très proche d'elle. Ça pourrait être une figure aussi. Mais oui, c'en est une. Ah ouais, c'en est une. Il y avait un petit bois, on l'appelait le petit bois, juste à côté de la maison de mes parents. Et j'étais toujours là-bas, en fait. Dès que je sortais de l'école, je changeais de vêtements pour aller me salir dans le bois, pour aller… je me suis construit comme ça, en fait. Mm. Et donc, pourquoi, je repasse, c'est marrant, pourquoi, en 2 mots, je repasse par certainement d'où je viens, et c'est probablement aussi pour reconnecter à ces endroits-là. Des choses que j'ai mis de côté, que j'ai enfouies, voire dont je n'étais pas forcément très fier de la campagne. Je rêvais plus d'aller conquérir Paris que de continuer à vivre à la campagne, Mm. quelque chose comme ça. Mm. Et ça me rattrape, en fait, ça m'a rattrapé. Ça m'a Il y a rattrapé. quelque chose, quand tu en parles, là, de ce petit bois et de la chienne Mini, vraiment dans les polarités, Mhm. très spontané. Et j'avais des images de liberté et d'expérience immédiate, justement, on parlait d'awareness, tout cet exercice qu'on doit faire pour se remettre dans ce corps, et puis dans l'enfance, connexion immédiate, Ah enfin, oui, sans passer par analyse. ah oui, Ah, oui, oui, ouais, c'est ça. Ouais, et du coup, Oui, j'ai l'impression que tu as envie, enfin, je sais pas, c'est encore moi qui l'interprète, mais un peu comme quand tu leur dis, ok, c'est bien beau de parler de tout ça, mais en faire une affaire personnelle, que ce soit pas une théorie, j'ai l'impression, que ce soit pas oui, un projet désincarné, que ce soit oui, vraiment authentique, oui. peut-être quelque chose comme ça. Ah oui. Je pense d'ailleurs ça vient chercher le côté aussi existentiel de ce qui est face à nous, là, de ce qui est en train de se passer là. Et comment chacun peut se l'approprier à partir de qui il est, puis d'où il vient, et de toute cette dynamique existentielle-là, de ce parcours de vie. Ça peut être d'ailleurs assez angoissant, hein, assez angoissant. On parle d'éco-anxiété, de solastalgie, de choses comme ça qui sont lourdes à vivre. Et à la fois, je pense qu'il y a une dynamique comme ça de se reconnecter de se l'approprier, de l'incarner davantage. Et donc ça, c'est le boulot que j'ai fait, mais qui m'amène à faire d'ailleurs des hauts et des bas, hein. C'est pas forcément facile, enfin c'est même pas facile, mais je pense que c'est un des éléments clés de cette phase de transition qu'on a à vivre, qui peut être à la fois hyper anxiogène, difficile, et à la fois c'est un formidable euh, moment potentiel pour tout transformer, notre manière de nous déplacer, de manger, de vivre, de travailler, de faire de la gestalt, tout peut être, et tout est en train de commencer, de mon point de vue, hein, à se transformer, à bouger. Voilà. Et bon, après, on va dire que 0 à 10, j'ai l'impression moi-même d'être à 1, 2, là où il faudrait qu'on soit à 8, 9. Il y a ce côté urgence qui est là. Mm. Et à la fois, bon, ben, voilà, il y a un rythme qui est là. On ne peut pas non plus tout changer comme ça en claquant des doigts. Ça prend du temps. Et… Donc, je pourrais m'emballer, hein, à cet endroit-là. Mais c'est chouette. J'étais en train de penser, en t'écoutant, que j'entendais que d'un côté, il y a l'angoisse, de l'autre côté, il y a l'idéal, que les deux peuvent être une pression et que rester à l'intérieur de soi, comme tu es en train de le faire, en respectant ton rythme, ce que tu nous dis, que tu as fait, hein, c'est une forme de lenteur qui te permet aussi d'être authentique dans ce que tu vis, en adéquation avec ce que tu dis, congruent, en étant poussé par l'angoisse, attiré par l'idéal et en même temps n'étant pas écartelé ou paralysé par l'un ou par l'autre. Ouais, c'est ça. Et je cherche, hein. Je cherche Ouais, encore. Je suis pas sûr ce d'avoir point trouvé d'équilibre. Ah ouais, je suis pas sûr d'avoir trouvé cet équilibre d'être suffisamment au clair pour se connecter à cette urgence-là,
et accompagner des dirigeants, accompagner des équipes, accompagner des clients, parce que de plus en plus, ça émerge dans les séances. Et puis le fait aussi probablement que moi-même, j'ouvre ça, fait que ping, ça s'ouvre de plus en plus, y compris parfois avec des personnes où ça me questionne. Je me dis, mince, je n'avais pas perçu ça, ça n'a pas été exprimé comme ça, et en fait, c'est là. Voilà, je cherche encore le bon dosage, le bon équilibre dans la connexion aux autres. À cet endroit-là où je suis devenu végétarien, j'ai vendu ma voiture, je ne veux plus prendre l'avion, ou si je le fais, c'est qu'il y a vraiment une raison vraiment évidente. Donc, je fais ce passage-là, et à la fois, je ne peux pas imposer ça aux autres, y compris ma propre famille, là, et voilà, et chacun le fait à sa manière, et puis je suis loin d'être parfait. Il y a plein de trucs que je fais encore qui sont aux antipodes de ce qu'il faudrait faire. Mais voilà. En tout cas, c'est présent. Ça, c'est une Oui. chose qui est sûre, c'est que c'est très présent. C'est intéressant parce que tu as répondu à la question qui était, cela dit après, qui était qu'est-ce que tu fais de la Gestalt? Et je vois en fait, hein, c'est quoi dans ta pratique? Donc, tu as répondu sur tes projets, tu as répondu à la question qui est tes projets, l'orientation que tu vas donner, mais si je reviens à ta pratique, donc tu as une pratique à la fois de coaching, tu es thérapeute ou enfin tu pratiques, tu fais de la psychothérapie encore Oui, ou oui ouais, toujours. Donc tu encore. as 3 activités en fait. Donc, souvent, j'aime bien présenter mes activités à travers un arbre, avec les racines qui sont justement la gestalt, enfin le karaté, le zen, la gestalt, et puis aussi, je pense, de plus en plus laisser vivre cette partie de mon village d'enfance, qui sont des racines que j'ai voulu couper, mais que maintenant, au contraire, je C'est veux... quoi c'était quoi ta région d'origine? Ma région, c'est un petit village à côté de Chartres, Ah d'accord, ça. avec Ok. l'Eure qui passait au... Oui, d'accord, je vois où Ouais. c'est. Ouais, d'accord. Et donc, le tronc, c'est ma posture gestaltiste. Et c'est là depuis que j'ai rencontré la Gestalt, j'ai commencé à me former à la Gestalt. Et avec 5 branches, il y en aurait peut-être plus, mais 5 branches. Avec la première branche, c'est la Gestalt thérapie. Et souvent, je la mentionne en premier parce que je trouve qu'il y a une assise. Et puis la Gestalt dans les organisations vient de la thérapie. Donc, même si maintenant ça s'équilibre, et d'ailleurs c'est l'enjeu d'Epoché, c'est aussi de contribuer en tant que tel à faire vivre la Gestalt dans les organisations. Mais donc, il y a toujours la Gestalt thérapie, j'ai une clientèle en thérapie, en individuel, et puis j'anime un groupe avec une collègue, je regarde par là parce qu'elle habite à 200 mètres d'ici, qui s'appelle Gaëlle. Donc, il y a la Gestalt thérapie, le coaching en individuel, en équipe, et puis coaching d'organisation en fonction de la complexité, disons, des organisations, des communautés, comme par exemple ce que j'évoquais juste avant, d'accompagner des dirigeants sur l'enjeu climatique. Ensuite, il y a Epoché. Donc, je suis DG d'Epoché. On fonctionne en équipe. Voilà, mon rôle, on est tous à parité au sein d'Epoché. Et mon rôle, c'est de coordonner, de faciliter les interactions, les échanges, et puis tout l'aspect aussi organisationnel, disons, lié à un institut de formation et qui est aussi cabinet de coaching, avec mes collègues d'Epoché. Et puis dans ce cadre-là, de faire de la formation, de former à la Gestalt et de la supervision aussi. Ensuite, il y a la quatrième branche, c'est les interventions plus académiques, et j'aime bien ça aussi. J'interviens à Paris 2, ce que je mentionnais tout à l'heure, et puis à Dauphine aussi, au Master Coaching de Dauphine, qui s'appelle le CATOP, avec de la transmission au niveau de la posture gestaltiste, et puis j'ai 2 séquences aussi de supervision avec la promotion. Et puis la quatrième branche, qui est l'aspect bénévole, en lien avec l'écologie, avec la CEC, la Convention d'entreprise pour le climat. Et puis, depuis 2 ans et quelques, ça existe depuis 2 ans, 2 ans et demi, ça s'appelle le Climate Coaching Alliance, CCA, qui est l'Alliance des coachs pour le climat, où on réfléchit justement ensemble en lien, et c'est intéressant parce que c'est mondial. Donc, il y a tout un tas de différences interculturelles. J'assiste moins maintenant aux visios avec des gens du monde entier, un Australien, un Québécois,
et qui se représentent ça en fonction de leur contexte de vie. Je pense notamment à l'Australie, ils ont quand même vécu des choses de dingues là-bas. Donc il y a souvent un engagement très très fort. Là, par exemple, à Los Angeles, ils sont en plein mois de février en train de vivre une canicule, en plein mois de février. Et puis, donc, la France, avec pas mal de choses voilà, qui sont engagées, ne serait-ce de se retrouver et de réfléchir comment amener ce sujet avec nos clients et à quel moment c'est pas possible que ce soit nous qui l'amenions, parce que sinon, c'est plus du coaching, c'est trop militant. Donc, faire la part des choses entre un coaching qui sera engagé et un coaching qui serait militant, même si certains revendiquent le côté militant. Ah oui. Ouais, de pouvoir l'expliciter. Ma manière de faire aujourd'hui, c'est de pouvoir communiquer le plus possible, en quelque sorte, sur ces sujets-là. Et comme ça, voilà, c'est connu. Et puis petit à petit, les gens viennent. Ceux qui, oui, d'assumer ça et de le dire, du coup, ça fait finalement les gens qui vont venir sont informés et du coup, tu es détendu, tu n'as pas à cacher ni rien, tu peux laisser à être qui tu es avec tes convictions. Voilà. Ou quand je présente, par exemple, l'arme telle que je viens de le présenter là, voilà, une des branches de l'arme, c'est mon engagement bénévole au service du climat. J'ai encore fait là, il y a 2 jours et la personne nous dit tiens, je vais te présenter à une personne qui est engagée aussi, et puis voilà, les liens se font comme ça. Et puis c'est quand même de plus en plus d'actualité, que ce soit dans la thérapie avec l'éco-anxiété, ça a été beaucoup repris par les médias, même si ça se discute. Le simple terme éco-anxiété, ça se discute, mais... Oui, moi j'appelle plutôt ça une angoisse existentielle, la réactivation de l'angoisse existentielle de mourir. Ouais. Éco-anxiété, je trouve ça vachement light par rapport à ce que nous, on peut avoir dans nos cabinets qui sont vraiment... parce qu'on a touché à partir de... Bien sûr, il y a le contexte du climat, mais il y a eu aussi la pandémie qui nous a ramené à notre fragilité et nous a sorti de cette espèce de puissance un peu aveugle de, tu sais, à la Nike, you can do it. C'est tout. Oui. Là, non, pas tout. On a ramené à nos limites. Ouais. Et puis d'un vécu qui est aussi, qu'on pourrait mettre dans quelque chose, qu'on pourrait normer dans quelque chose presque d'une maladie, d'un problème, là où parfois c'est juste une réaction entre guillemets normale, une modalité de réaction face à une situation qui est vraiment dramatique ou difficile. Voilà, oui, c'est ça, ne pas pathologiser quelque chose qui est absolument une réaction saine et pathologiser, ce serait dire que certains ont des problèmes d'anxiété, alors et ce serait diminuer la réalité de... Oui, c'est ça. Ouais. Et bien non, c'est pas pathologique, c'est ça la force de la Gestalt. Comme on est à cette frontière contact organisme-environnement, on ne peut pas dire il y a d'un côté, il y a un organisme qui est en dysfonctionnement parce qu'il a de l'angoisse, comme c'est connecté, c'est pour ça, il y a vraiment dans l'ADN de la Gestalt, il y a vraiment quelque chose de très biologique, écologique à la base, dans les racines de la Gestalt. Et ça, voilà, j'ai envie vraiment de continuer à creuser ça et à faire ces ponts-là, faire ces connexions-là. Du coup, j'avais une question, mais peut-être c'est pas mal de la poser à ce moment-là, c'est sur quel est ton rapport avec le pouvoir et les privilèges? Avec le pouvoir, je te vois sourire en posant la question. Je ne sais pas, c'est moi qui souris en me disant, parce que je ne sais pas que je la pose, je sais que c'est pas une question neutre, donc j'ai toujours l'impression d'induire quelque chose au moment où je la pose. Donc du coup, évidemment, dans ma subjectivité, ça résonnait avec ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas faire. Et puis, je te la pose à ce moment-là parce qu'il y avait la différence d'expérience suivant les coachs de différents pays qui ont été confrontés à des choses difficiles. Et là, on n'est pas dans quelque chose de... on ne sait pas comment on appelle ça. C'est pas juste, enfin, c'est pas... voilà. Donc, c'est pour ces 2 raisons que je te la pose maintenant. C'est parce que j'avais l'expérience de tes collègues qui ont vécu des choses dramatiques d'un point de vue du climat et qui l'ont éprouvé dans leur chair. Et puis ta volonté d'engagement, de vouloir changer les choses. Ouais, c'est... Donc, mon rapport au pouvoir, c'est vrai qu'il y a un endroit où je pourrais rentrer, alors, à nouveau dans quelque chose de yang.
qui pourrait même être déplacé dans le sens plus d'un pouvoir sur l'autre, de dire, moi j'ai compris, moi je sais ce qui se passe, j'ai compris, donc en gros, bougez-vous, quoi. Bougez-vous parce que franchement, ça va pas du tout. Et là, je pourrais essayer de prendre le pouvoir et d'avoir sur l'autre et de dire, bon, bah, secouez-vous, quoi. Ou secouons-nous ensemble, d'accord, je me mets dedans, mais il faut y aller, quoi. Un truc comme ça. Versus, c'est Johanna Messi qui est une femme vraiment exceptionnelle, Je ne connais pas. ouais, c'est une militante, là, pour le coup, elle a 93 ou 94 ans. Ah oui. Elle a beaucoup contribué à l'écologie profonde, à l'écopsychologie, notamment à travers des ateliers qui s'appellent le travail qui relie. Et donc, j'ai fait des travails qui relient, des ateliers, je me suis formé, je suis animateur travail qui relie. Et elle met en avant cette différence-là, ça qui me fait penser entre le pouvoir sur et le pouvoir avec. Et je pense qu'il y a un endroit où parfois je pourrais me laisser emporter à cet endroit-là. Et par contre, c'est intéressant parce que boum, assez vite, ça ne marche pas. Hein. Et donc, ta question, c'était quel est ton rapport au pouvoir? Et après, c'était Des privilèges. et les privilèges. Et donc, en lien avec la Gestalt, ce qui me vient là, c'est, je me remémore, c'était une soirée à l'EPG. J'avais passé 3 ans à lancer l'antenne Île-de-France d'ICF, c'est une fédération de coachs, où ça avait été vraiment super. Enfin, on avait beaucoup œuvré, mais c'était assez chronophage, ça me prenait beaucoup de temps. Je m'assieds à l'EPG, c'était une réunion de l'annuaire des coachs gestaltistes avec Péan. Voilà, Péan, intéressant aussi, Péan Rébétez. Et là, donc, Péan dit, ben voilà, j'ai lancé ce truc-là, cet annuaire, c'était suite à une formation à l'EPG, 3e cycle, coaching et organisation. Et je souhaite ne pas continuer. Donc, qui souhaiterait prendre le relais? Et là, je sens mon cœur qui commence à partir. Bam, 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 bam. Et donc, ben, j'y suis allé. Bon, c'était la première fois que j'assistais à cette réunion-là, dans ce groupe-là. Et donc, je me suis dit, OK, ben, je crois que j'ai envie, comme ça, mais je ne me rends pas compte de ce que c'est. Et donc là, tout de suite, ils ont dit, OK, super, très bien, vas-y, Bruno. Bon, j'étais déjà un peu engagé à l'époque, hein, en lien avec le coaching, les entreprises. Et j'ai eu un plaisir énorme, en fait, à développer l'annuaire, qu'on a appelé ensuite Société des coachs gestaltistes. Il y avait, je ne sais plus, 10, 15, 20 personnes. On a dû monter à 50, 60, 70 personnes. Enfin, ça a vraiment été un super moment. Et ce qui m'y fait penser là, c'est que là, j'avais une forme de pouvoir. Ça m'a donné du pouvoir, en fait. Le pouvoir de représenter, de pouvoir parler de ces sujets-là, de pouvoir me connecter avec plein d'autres gens. Le pouvoir dans le sens de la possibilité. Voilà, de la possibilité et des moyens. Et Ça me des donnait des moyens. moyens énormes, parce que ce n'était pas moi qui parlais, je parlais au nom d'un collectif plus grand, plus large, et qu'on élargissait. Plus j'en parlais, plus ça s'élargissait. Donc ça m'a vraiment donné du pouvoir, avec un retour vraiment hyper positif. Je me souviens je l'ai fait 2 fois, en fait, c'était des mandats. Et à la fin du 2e mandat, il m'avait écrit des choses, enfin, vraiment, je pense que je l'ai gardé dans un endroit là, dans mon bureau, tellement ça m'avait nourri. Et versus, dans mon rôle de DRH, dans mes fonctions là, d'encadrement, d'équipe, il y a quelque chose d'un peu plus forcé à aller chercher. Et donc là, j'ai un rapport au pouvoir c'est plus difficile quand il y a besoin d'aller le chercher, alors que quand ça s'offre ou quand ça émerge comme ça, et quand c'est dans le plaisir, et quand c'est peut-être reconnu par l'autre, ou quand ça vient encore plus de l'autre, ou comme en lien avec, ça c'est avec le karaté, les arts martiaux, j'étais ceinture marron, et je participais à certains cours, je m'entraînais beaucoup, et un des seniors, un des anciens est venu me voir et m'a dit, le mardi soir maintenant, c'est toi qui vas donner le cours. Et là, ça m'avait fait peur à l'époque. Je me souviens, je me disais, mais c'est pas possible. Il y avait même des ceintures noires dans le groupe, dans le cours. Et moi, ceinture marron, sortir des rangs et me retrouver face à eux et donner le cours, waouh, c'était
Là, c'était pour le coup beaucoup de pouvoir, mais ce n'était pas évident. Donc, je l'ai fait. Ça m'a beaucoup… ça m'a nourri, en fait. Et là, ça me vient là parce que ce n'est pas moi qui suis allé le chercher. Ce n'est pas moi qui ai dit, maintenant, c'est moi qui donne le cours. Je veux donner le cours. On est venu et on m'a dit, tiens, tu vas donner le cours. Et là, eh ben, alors, par contre, ça donne, c'est plus des devoirs que des privilèges. Enfin, s'il y a des privilèges de faire des cours, certainement, mais c'est aussi, après, il faut assumer, parce que je l'ai fait pendant 15 ans, donner des cours. Ensuite, c'était le mardi soir après le samedi matin. Le samedi matin, par exemple, c'était tous les week-ends. Donc, je ne pouvais pas partir le week-end Quel avant engagement, 14. Voilà, c'était de l'engagement, c'était la la responsabilité. responsabilité, c'était waouh. Donc, certes, il y a certainement des endroits où il y a des privilèges, oui, mais il y a aussi beaucoup de… Alors, certainement que ça renvoie à ce que tu mentionnais au début, hein, d'ailleurs, quand tu disais devoir ou… il y a quelque chose qui est certainement chez moi. Non, la responsabilité, je ne sais pas si tu es un homme de Responsabilité. devoir, mais Mm. en tout cas, être un homme de parole, Mm. peut-être un homme de devoir, peut-être un homme d'honneur, je ne sais pas trop Ouais. ce que c'est, mais c'est intéressant parce qu'avec toi, je me dis, tiens, oui, effectivement, je me dis, c'est la première fois que j'associe, et c'est-à-dire que pouvoir et privilège, je vois le. C'est comme si aujourd'hui, ça se rejoignait, le pouvoir et le privilège, mais du coup, il y a la question de l'engagement, la responsabilité. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu entendre sur cette oui, prise de conscience que le pouvoir va avec des responsabilités. Mais là, ce que tu mets en lumière aussi, c'est vraiment la question en plus de la responsabilité, de l'engagement. Mm. Ouais. Et Et en de la lien aussi contrainte avec… aussi. Ouais. Je me vis privilégié aussi d'être… On parlait des voyages tout à l'heure. Ça, je trouve, c'est la force d'aller dans d'autres cultures ou voir d'autres gens, juste manger, même s'habiller, quand on va ou la sécurité, de pouvoir marcher, sortir dehors en sécurité et de se dire, bon, je ne vais pas me faire descendre au coin de la rue ou je vais pas… il y a un côté, comme, même si il y a aussi des endroits où c'est dangereux en France, hein, mais je vis en fait la chance d'être né en France comme une chance, comme une forme de privilège, d'avoir reçu une éducation, une culture, d'avoir accès aux soins, d'avoir accès à tellement de choses, de pouvoir avoir travaillé et puis de me former en gestalt et devenir gestalt thérapeute, coach gestaltiste. Et pour moi, je vis ça comme un privilège. Et assez vite, il y a quelque chose de comment je peux rendre. Comment je peux rendre ça. Qu'est-ce que j'ai beaucoup reçu? Comment je peux donner aussi? Et là, à nouveau, ça revient, ça repousse, c'est presque… Ça remonte, mais c'est en lien avec l'urgence climatique. Je n'ai pas de souci pour manger. C'est dur de demander à des gens qui juste se lèvent le matin et se disent, mais comment mes enfants qu'est-ce qu'ils vont manger aujourd'hui, ce soir? Nous, on a cette chance-là de ne pas être complètement pris à la gorge à cet endroit-là. Et donc, ça me met comme une responsabilité complémentaire à me dire, bon, bah, c'est nous, il y a besoin que ça passe par nous, qu'on ait cette prise de conscience et qu'on puisse agir au mieux, et aussi au nom de ceux qui sont juste dans de l'urgence quotidienne, en fait. On passe au privilège de se poser la question de qu'est-ce qu'ils vont manger tout à l'heure, là, à midi, ou de la sécurité, pouvoir sortir dans la rue. J'ai un ou deux voyages par mon métier précédent qui m'ont marqué comme ça, j'étais allé au Nigeria et en Irak. Il y avait différents pays comme ça à visiter. Et quand j'étais allé au Nigeria, c'était en pleine guerre avec le Mali. C'était assez dur. Donc en arrivant là-bas, il y a les militaires devant, derrière. Ils ont peur qu'on nous enlève. Enfin, c'est vraiment, waouh, ça fait vivre un truc. Je dû rester une dizaine de jours. Ça fait prendre conscience de la chance qu'on a de pouvoir aller faire ses courses, quoi. Pour sortir dans la rue, ou en Irak, c'était pareil, de se dire, ouais, ça va peut-être péter à côté tout à l'heure. Waouh, c'est flippant. C'est flippant. Donc, je vis ça comme un privilège, vraiment. Et ça m'aide d'ailleurs, quand je vis des moments un peu plus durs, de dire, bon, attends, cool, relax, il y a pire. Hein.
Euh, je ne t'ai pas posé cette question, j'ai l'impression que tu le racontes, mais peut-être que tu as envie de préciser. Je te pose la question précisément, c'est comment la gestalt t'affecte, toi, en fait, le fait d'être gestaltiste, tu as l'impression que ça t'affecte, c'est toujours un peu la même question. Même, mais qui peuvent aussi affecter le fait que tu sois gestaltiste, comment ça affecte ton environnement, peut-être ta famille, tes enfants, je ne sais pas, tes amitiés. Parce que, Oui. quelle est la trace de ça au-delà d'une pratique, toi? La trace de ça, c'est… Je mentionnais comment ça m'a affecté. C'est-à-dire, j'étais vraiment pas à l'aise avec le contact et j'étais beaucoup dans de la coupure de contact. Là, maintenant, je me vis beaucoup plus à l'aise, voire même, j'aime bien avoir comme… C'est presque un shoot d'adrénaline, en fait, de pouvoir me connecter à des gens et de pouvoir avoir des connexions par de l'émotionnel ou par du sens un peu plus profond que juste le quotidien ou des choses un peu comme ça en superficiel. Je pense que ça affecte et ça affecte certainement mon environnement. Ça doit être plus ou moins d'ailleurs paisible pour mon environnement à cet endroit-là. Même si j'essaie aussi d'être dans des choses plus quotidiennes, plus concrètes, plus pratiques et pas que relationnelles ou dans le contact tout le temps. Et peut-être que ça, d'ailleurs, le zen peut m'aider à ça. Il y a quelque chose d'une pratique dans le quotidien, d'être quelque chose de plus spirituel, disons, d'une voie plus spirituelle à être juste présent à ce qui est là, sans chercher à le transformer, sans chercher à le changer, mais déjà se laisser toucher par l'autre, par la situation, par ce qui se passe. Ça m'aide aussi. Je dirais la gestalt, l'association entre la gestalt et ma Des polarités, une qui te pousse à aller dehors et l'autre qui te ramène au-dedans. Il y a quelque chose, une chez qui moi, dans ma maison. ouais, dans Oui. ta Ouais. maison, ouais. Une qui est, tu décris comme excitante, qui fait un peu peur, mais qui c'est pleine d'excitation, de vie. Et quand tu décrivais un peu, ça peut être peut-être un peu tourbillonnant. Et puis il y a un qui est beaucoup plus… C'est intéressant aussi, ouais. Ouais. Ça me fait penser qu'au départ, j'avais créé une association que j'avais appelée Adgressere. Ah oui. Forme de valorisation comme ça d'un aller vers. Donc j'ai cet aller vers là qui sort, qui vient souvent. Et j'ai aussi besoin d'être plus en appui sur le fauteuil, plus tranquille. Et les deux énergies sont souvent là. Hein. Oui. D'ailleurs, je commençais comme ça, je ne sais plus ce que j'ai dit au début, mais quelque chose de posé et à la fois toujours plein de choses qui peuvent me traverser, où je peux être engagé sur plein d'activités. Oui, tu as commencé comme ça. Est-ce que tu as l'impression que tu fais partie d'une communauté gestaltiste? Ah oui, ah oui. Ah oui, j'ai l'impression, certainement différemment, je pense que ça bouge. Et je me souviens d'ailleurs les moments où j'étais très investi à la SFG, par le PG et puis par la Société des coachs gestaltistes, d'ailleurs, aller dans le vif de la pratique gestaltiste, je ne loupais pas une réunion, je lisais dès que la revue Gestalt, tous les cahiers sortaient, je lisais tout, mais alors vraiment de A à Z, et je vivais vraiment en Gestalt. Ensuite, donc, il y a eu l'engagement époqué, donc ça a été une autre manière de vivre l'engagement avec mes collègues d'Époquet dans ce collectif-là, et puis de porter la voix de la Gestalt au sein des organisations, voilà, inspiré par Daniel, Claudia, qui avait commencé ce noyau-là, et puis que ça puisse continuer à se diffuser. Donc, je me vis encore, oui. D'ailleurs, voilà, mon premier réflexe en lien avec cette urgence écologique, mon premier réflexe, c'est de repasser par la Gestalt et de me dire, tiens, comment œuvrer, parce que c'est le tronc qui me donne des éléments de puissance dans ma posture, voilà, je le fais passer par ce prisme-là, alors que je pourrais très bien faire des choses de manière décalée, mais non, c'est plus fort que moi, vraiment, il y a quelque chose qui revient à cet endroit-là. Oui, ouais, donc je me vis faisant partie de la famille Gestalt, qui est une famille avec des choses faciles, des soubresauts, souvent complexes, avec maintenant les trois associations, 3 fédérations.
Mais globalement, oui. Et puis au-delà, d'ailleurs, au-delà de la France, une famille plus globale, oui. Quel est ton meilleur souvenir de la Gestalt, tout confondu? Enfin, celui qui vient aujourd'hui, évidemment. Ouais. Maintenant. Meilleur souvenir de la Gestalt. Là, c'est peut-être pas forcément le meilleur souvenir, mais je repense à hier. Là, je regarde l'écran, j'ai un écran à côté. J'ai animé un practicum hier. Et c'est des moments comme ça. Je ne réponds peut-être pas exactement à ta question, mais des moments où les personnes qu'on accompagne commencent à intégrer la posture et ça marche, quoi. Et en tout cas, elles-mêmes se disent waouh, waouh, et en lien avec la personne qu'ils accompagnent. Et donc, c'était un practicum, c'était vraiment un petit groupe, c'était par visio aussi pour expérimenter la visio et le corps par visio. Et ça, c'est vraiment des moments, quand je participe et j'assiste à ça, c'est des moments, des moments des moments de grâce, des moments de plein, des moments qui me remplissent. Ça m'encourage. Voilà, ça me mobilise, ça me motive. Après, les meilleurs moments en Gestalt, les meilleurs souvenirs, ça pourrait être aussi quand je me suis formé à l'EPG, le 3e cycle s'appelait la FAPAR. Et j'ai un très très bon souvenir de la FAPAR, avec Xavier d'ailleurs, une personne aussi qui, je pense, qui a beaucoup œuvré pour le... Xavier Bonnet-Aimard. Xavier Bonnet-Aimard, ouais. Et donc c'était en Ardèche, dans un lieu qui était vraiment magnifique, avec une belle maison, une belle bâtisse, entourée de forêts. J'allais faire de la méditation le matin avant que ça commence. Et puis, donc, le côté artistique, la connexion à l'art permettait de se connecter à la terre, au bois. Le travail du bois, d'ailleurs, Xavier mettait beaucoup ça en avant. Et la photo aussi, j'ai fait pas mal de photos. Et donc, j'ai un très, très bon souvenir de ces 2 années. C'était deux moments. Et ça, je pense, ça m'est resté. C'est vraiment resté ancré, ces moments-là, comme des beaux moments. Je me souviens d'ailleurs ça avait été filmé par quelqu'un où il y avait c'était dans la maison, et il y avait un jeune enfant qui était l'enfant du couple à qui nous accueillait, et qui était venu vers moi, et donc je l'accueillais, et puis il repartait, il revenait. Il y a des moments comme ça quelqu'un l'avait filmé, et je me rappelle l'avoir regardé des dizaines de fois. Je trouvais ça très, très beau comme expérience de contact, comme ça, juste spontanée, qui était là. Voilà, il y a plein de choses qui me passent dans la tête, ou des soirs étoilés. On voyait les étoiles, c'était magnifique, parce qu'il n'y avait aucune lumière autour. Voilà, d'une ambiance, et puis surtout d'un apprentissage. C'était un vrai apprentissage, c'était très, très bien fichu, avec des moments de supervision, des moments où on était en séance avec des clients. J'ai un très, très bon souvenir de ça. Des moments aussi, on était allé dans un musée avec Francis. C'était le Petit Palais, je crois, où on était allé voir les œuvres, et puis d'aller se laisser toucher par une œuvre, toute la dynamique artistique, et du contact à travers ce processus artistique. Voilà, j'ai de bons souvenirs de ces moments-là. Les plus heureux sont les meilleurs, entre guillemets, sont peut-être pas les plus intenses. Est-ce qu'il y en aurait un autre qui aurait été peut-être moins merveilleux, mais fort dans ce que tu as pu traverser, intense, quelque chose qui t'a demandé, qui t'a appris, ou qui t'a marqué dans ce sens-là? De plus difficile, tu peux dire, des moments Intense, parce que je dis, il y a des moments qui sont heureux, et puis des fois, des fois, c'est des moments difficiles à traverser. Moi, je pense à certains moments de thérapie où ça demande d'aller chercher loin, ou d'accompagner
tant que thérapeute, des personnes qui passent et être aux prises avec ces résistances ou avec ces difficultés. Enfin bref, ça peut être ça, mais ça peut être quelque chose de fort qui est ni heureux ni malheureux d'ailleurs, hein, mais qui est marquant et qui vient, dont on sent que ça vient changer quelque chose. Est-ce que tu en as un qui te envie de partager, qui te traverse à l'esprit là? Ouais, ce qui me vient là, c'est à t'écouter, c'est les premiers clients que j'ai eus en thérapie. Donc, on m'avait dit, tu vas dans le cabinet de thérapie et puis tu passes du temps, juste pour habiter l'endroit. Et donc, ça avait duré plusieurs semaines où j'y allais, c'était le mardi soir, et puis j'attendais. Mais j'attendais rien, parce qu'il n'y avait rien de... Et puis à un moment donné, une première cliente est arrivée, et je me souviens vraiment de... C'est comme si je pouvais décrire mais chaque moment, notamment la personne était arrivée, c'était une jeune femme que j'avais eue au téléphone, et elle arrive, c'était ma première cliente en gestalt thérapie, j'ouvre la porte, c'est dans la salle d'attente là, et elle était venue avec son compagnon. Et là, je me dis, oh là là, comment j'accueille ça? Ça m'avait, voilà, c'était des moments un peu de solitude, flottement et de solitude. de solitude, à me dire, bon, ok, et d'accueillir d'ailleurs, je les avais accueillis comme ils étaient arrivés tous les deux, je les avais accueillis les deux. Donc, des moments comme ça, des premières fois, c'est ça qui me remonte là. Ou des premiers aussi, j'étais coach interne au départ quand j'ai commencé à faire du coaching. Donc, des premiers moments, j'ai des visages qui me viennent, des premières personnes que j'ai accompagnées avec... j'étais beaucoup dans le contrôle à ce moment-là, y compris dans ma propre posture Gestalt. Je me remémore à me représenter la séquence de contact après la séance en me disant, bon, comment ça s'est passé, à réfléchir, des choses comme ça, et pas simplement être juste là avec ce qui se passe. Je n'étais pas capable de faire ça vraiment de manière naturelle. Donc j'avais presque un rituel pour pouvoir être suffisamment dans l'accompagnement mode coaching. Voilà, c'était ces moments-là. Ouais. Et qui sont fondateurs, en fait. Qui sont fondateurs. Ça m'a construit, ça a été mon chemin de pouvoir passer par ces moments, à essayer d'anticiper, de réfléchir comment ça va se passer, et puis bang, voilà, j'imagine, et puis j'ouvre la porte, et mince, en fait, il y a deux personnes. Ce n'était pas du tout ce que j'imaginais. Et à l'époque, ça me déstabilisait, mais complètement. Wow, mon self était extrêmement mobilisé. Là, maintenant, c'est juste le quotidien, en fait, d'ouvrir la porte et de me dire, tiens, il se passe un truc, et puis bon, voilà, on fait avec. Maintenant, c'est plus évident, mais à l'époque, ce n'était pas évident du tout. Hein. C'était déstabilisant, quoi. C'est chouette que tu racontes ça parce que je pense aux personnes qui vont, aux jeunes thérapeutes, parce qu'il y en a qui disent qu'ils ont regardé les interviews et que ça leur fait du bien. Et je crois que d'apercevoir des gens qui ont de l'expérience comme toi, et je pense que ça réconcilie avec soi débutant et de pouvoir accepter d'abord réaliser que on se fait avec cette expérience-là et que ça nous transforme et que c'est normal s'ils ont peur et s'ils se sentent seuls et s'ils s'appliquent et peut-être trop, que tout ça c'est normal et que ça va. Donc j'aime bien penser que ça va être que tu racontes ça. Ouais. Il y a les lieux de supervision d'ailleurs aussi. Des lieux, c'est des lieux, c'est encore des lieux importants, mais c'est des lieux importants aussi dans ma construction à ces moments-là, soit individuel ou en groupe, ou avec notamment un animal un peu spécial de Daniel Grosjean, avec des moments comme ça un peu dingues, un peu décalés, qui m'ont permis aussi de me construire et puis d'aller chercher des ressources que certainement je n'osais pas laisser suffisamment vivre au contact de l'autre. Ouais, il y a des moments aussi comme ça qui pourraient venir à l'esprit.
pense que ma dernière question, ça va être qu'est-ce que tu imagines comme next pour la gestalt thérapie en général? Hmm. Qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce que tu souhaites? Alors, j'entends Gestalt thérapie, donc ce qui me vient comme ça spontanément, c'est de continuer à ce que la Gestalt puisse s'ouvrir, puisse, et d'ailleurs vivre, continuer à vivre, à évoluer dans des domaines comme les organisations, les entreprises, dans différents domaines comme ça d'intervention. Donc ça puisse continuer à se faire. Je pense que la Gestalt maintenant a une certaine maturité suffisante pour encore davantage continuer à s'ouvrir aux autres approches, aux autres. Il y a une image comme ça que j'aime bien qui est, je crois que c'est Edgar Morin qui parle de ça, d'esprit de la vallée, avec une vallée comme ça, on imagine une vallée assez encaissée, et puis un cours d'eau, un fleuve au milieu, et donc de s'enrichir de la sociologie, de l'anthropologie, de l'écologie, de tout un tas de domaines comme ça, encore davantage, disons, de le faire encore davantage. Je pense que ça peut être une évolution de la Gestalt sans se perdre. Et mon envie, là, ça revient, c'est de tendre vers quelque chose d'une Gestalt avec des formes d'engagement dans l'esprit de ce que fait, par exemple, les psys du cœur, ce que font les psys du cœur, d'être ouvert, d'ouvrir, disons, le cabinet de Gestalt thérapie au monde des organisations, avec la Gestalt. On n'est pas dans la thérapie, on est dans des approches qui permettent d'aller se connecter aux émotions, de faire à partir de ce qui est présent, d'aller œuvrer en entreprise en fonction des besoins qui sont là, et puis aussi d'apporter sa pierre, que la Gestalt apporte sa pierre à ce mouvement plus large de transformation, de changement de cap, de réflexion aussi critique de cette société de consommation industrielle qui s'avère autodestructrice avec le temps. Voilà, d'amener ça dans ces milieux-là, d'amener cette posture-là dans ces milieux-là. Ça, je pense que ça va continuer à se faire, et j'ai envie de contribuer, de continuer à contribuer à ça. Et ton next à toi? Qu'est-ce que tu as envie pour ton futur, pour ton après? Mon next à moi, c'est là. Hein. Mon next à moi, c'est vraiment cet axe-là qui me prend aux tripes, à la fois de voir comment continuer à s'ouvrir. Je mentionnais par exemple tout à l'heure Joanna Macy, le travail qui relie l'éco-psychologie, l'écothérapie, l'éco-coaching par exemple dans le cas du CCA, voir comment œuvrer à développer, parce que c'est naissant encore, tout ça. Il y a des graines et ça commence à bourgeonner, mais c'est encore naissant. Donc mon axe à moi, c'est de voir comment, là où je suis, comme quand j'ai commencé à devenir gestaltiste et j'étais dans les organisations, en entreprise, et je me suis dit, ok, je peux devenir gestalt thérapeute, mais je me suis dit assez vite, quand j'ai commencé à être plus à l'aise, à me dire, mais en fait, c'est là que je peux apporter. C'est en tant que RRH, en tant que DRH. D'ailleurs, plus j'ai investi ça, plus je me suis épanoui dans l'organisation. Et donc, c'est de me dire, là où je suis, donc chez Poké, avec la gestalt thérapie, avec le coaching, avec mes engagements la bénévole, par exemple à CEC, d'apporter ce que je peux apporter, en lien avec ta question tout à l'heure sur le pouvoir, en essayant d'y prendre le plus de plaisir possible, pour que ce soit ressenti comme quelque chose de fun et pas comme une contrainte, pas comme un truc punitif, un truc chiant, un truc difficile, délicat, mais au contraire, comme le vélo, voilà. Voilà, ce serait ça. C'est quand j'ai décidé de faire le plus de choses possibles à vélo, là, franchement, c'était du bonheur. Mais à l'état brut, j'avais 6 ans, et je prenais mon vélo et j'allais au travail. Et ben, ça se ressent. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui me disent, tu sais, maintenant j'ai un vélo. Alors c'est un vélo électrique ou un vélo nucléaire, on l'appelle comme on veut. De plus en plus, parce que je fais au moins plus de 100 km par semaine, en gros. Donc,
c'est l'âge, ça renvoie à l'âge de tout à l'heure. Oui. Au départ, c'était un vélo dit musculaire maintenant c'est plutôt un vélo électrique. Mais je me rends compte vraiment à l'ouvrage que plus je peux être dans le plaisir, mais c'est encore un peu un effort parfois, hein. J'ai besoin d'être attentif à ça, à être dans le plaisir à ces endroits-là pour que ça entraîne et que ce ne soit pas vécu comme quelque chose de trop contraignant ou de trop décalé ou qui va trop vite. Voilà ce que je pourrais te partager. Ok. Bah, je suis arrivée au bout de mes questions. J'avais envie de savoir s'il y en a une que je ne t'ai pas posée, que tu aurais bien voulu que je te pose. S'il y a quelque chose, si tu repenses à ce que tu as dit, ce qu'on a évoqué, si tu as envie de compléter un petit peu. Ou... Je dirais que ce moment-là là, de silence et de connexion, si tu me poses la question de mon besoin ou de mon envie, ou est-ce qu'il y a une question, ce serait plus voilà, ce type de moment-là, là, juste dans la connexion et sans forcément beaucoup de mots. Ce serait ça mon envie là, à la fin. Au-delà, ou après, ce serait plutôt de poser des questions. D'ailleurs, j'ai rétréfléchi beaucoup ça. Plutôt de te poser des questions, puis de voir comment ça nous fait cheminer. Oui. J'essaie de rester voilà, au plus proche du mode de fonctionnement là, que tu proposes, mais ce serait plus ça, plutôt de te poser des questions à toi. Mais sinon, non, plutôt d'être voilà, dans le contact, la connexion là, et sans mots. Ouais, je te propose qu'on se retrouve après. Je vais clore pour nous deux là maintenant. Okay. Puis on se retrouve tout à l'heure. Et puis je vais arrêter l'enregistrement. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Merci à toi. De ce que tu as bien voulu nous dire et ta disponibilité intérieure et puis aussi temporelle. Voilà, merci beaucoup et peut-être à bientôt autrement. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.